On accueille peut-être des supporters ivoiriens qui nous rejoignent sur la chaîne L'Équipe. Ce soir, on va débriefer la victoire de votre équipe nationale pendant cette première demi-heure dans l'EDS. Dave, est-ce que cette équipe, elle fait un beau champion d'Afrique? Ouais, même plus que ça, parce que le scénario de la compétition est tellement dingue. On en parlait un petit peu hors antenne, c'est-à-dire que si tu écris le scénario, tu l'envoies à Netflix, ils te le jettent à la poubelle en disant non, c'est trop gros. Ça ne peut Ou pas Amazon aussi, parce que j'aime bien Ou Amazon, Amazon. voilà, encore citer d'autres, voilà, exactement. Mais Disney voilà, Disney, enfin toutes les plateformes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est tellement invraisemblable tout ce qui s'est passé depuis le début de cette. On rappelle que c'est le Maroc, finalement, qui qualifie la Côte d'Ivoire lors du dernier match. Au surlendemain d'une défaite 4-0 qui enterrait quasiment les Ivoiriens. Il y a la phase, les quelques jours qui suivent la phase de poule avec le départ de Gasset, l'appel au secours à Hervé Renard. On s'est dit bon, il va venir, il va pas venir, c'était complètement fou. Et Mersfait, il doit quand même préparer une équipe. On se demande comment contre le tenant du titre, le Sénégal, où tout le monde les donne perdants évidemment. Et là, miracle sur miracle quasiment, ils ont passé les tours. Moi, je trouve que c'est peut-être pas le plus grand champion en termes de niveau de jeu et de domination. Il y a eu des champions plus implacables, mais je me demande si c'est pas le plus fabuleux dans le storytelling en fait. La narration est complètement. Je m'arrête juste sur Gasset, évidemment, Jean-Louis Gasset. Donc, il ne sera pas sacré champion d'Afrique, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Pas pour le moment, mais c'est vrai que les joueurs ont essayé d'appuyer auprès de la CAF. C'est un vrai signe, je trouve, sur les joueurs qui appuient en disant il a fait partie, il a fait le. C'est lui qui a fait la liste. Départ, c'est ce qu'on lui doit. Et qui part, oui, parce que c'est lui qui a fait la liste, donc qui a choisi les joueurs qui étaient là. Ils le disent depuis son éviction. Et qui part parce que la situation, elle était intenable. Il fallait provoquer quelque chose et je pense que c'est un vrai choix. Je pense qu'ils se sont mis d'accord avec les dirigeants, mais ils se sacrifient parce que c'était la seule issue. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Donc, je trouve que c'est grand de sa part, mais c'est une vraie stratégie. C'est aussi un coup de poker que lui, il a joué et qui leur a permis de passer. Mais, encore une fois, je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un troisième gagne une grande compétition. Oui. Parce que c'est des poules à 3. Portugal, oui, à l'Euro 2016. Voilà, il y a deux... Portugal n'avait pas gagné un match, même du premier tour. Et ils finissent troisième. Oui, ils finissent troisième. Derrière la Hongrie. Voilà. Pierre, un champion d'Afrique pas du tout au rabais pour vous? Non, parce que le scénario rend cette victoire plus belle. En fait, c'est ça. Évidemment, dans le jeu, c'est pas extraordinaire, mais comme la CAN a été quand même une belle CAN, comme une CAN intéressante à suivre, spectaculaire, avec des équipes qui nous ont un peu surpris, etc. Le Cap-Vert, notamment, qui est cher à Greg. Ah ouais. Il y a eu des choses tellement intéressantes qu'à la fin, finalement, champion d'une belle CAN, c'est quand même un beau champion. J'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Et puis, fatalement, si encore ils avaient fait un match qui ressemblait à ceux d'avant, tu te dis, bon, ok, c'est un peu le ric-rac. Et finalement, il faut leur meilleur match, ils le font là. Ils ne veulent pas du tout leur victoire. Ils ont 10 occasions franches pour gagner ce match-là. Donc, franchement, c'est chapeau à eux. Ça me fait penser à des histoires quand vous entendez que des gens passent près d'une catastrophe ou passent près de la mort et qu'ensuite, quand ils sortent transfigurés, ils sortent différents. Alors, je mesure, il faut c'est toute raison gardée, mais il s'est quand même passé quelque chose de particulier entre les mecs qui est dû à ça, qui est dû à la proximité de la catastrophe, qui est même dû à l'échec, qui est même dû aux 2h30 qu'ils ont passé comme cloîtrés dans le vestiaire après avoir pris 4-0 contre la Guinée, où avec les policiers, ça tirait dehors et tout. Il s'est forcément passé quelque chose de spécial entre eux. Alors après, une fois que tu as dit ça, c'est pas possible quand même d'aller au bout si tu n'as pas de super joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des super joueurs dans cette équipe, c'est pas possible autrement. Après, on peut toujours... Alors, il fallait peut-être ça pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes, il fallait peut-être ça pour que la sauce prenne, mais d'une manière ou d'une autre, il faut renvoyer à la qualité des mecs. C'est un des plus beaux effectifs de la CAN. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu fais un peu, au départ, au coup d'envoi de la CAN, tu fais un peu les effectifs, l'état des forces et tout, ils apparaissaient, en plus d'être le pays organisateur, ils apparaissaient dans les équipes les plus complètes, à peu près dans toutes les lignes. Mais c'est vrai que c'est le scénario, un petit peu comme toute cette CAN d'ailleurs, parce que cette CAN, si vraiment on l'analyse sur le niveau de jeu, on aura à discuter, il y a eu des bons matchs. Il y a eu des super matchs aussi. Voilà, il y a eu quelques super matchs, quelques matchs beaucoup moins bons, mais surtout, et ça a été une constante, il y a toujours eu de l'émotion. C'est-à-dire toujours des scénarios complètement dingues, des renversements de situations improbables, des choses un peu folles qui se sont passées dès les poules d'ailleurs, parce qu'avec ce système de meilleur troisième, en fait, on s'est retrouvé dans des situations où chaque match comptait, y compris le dernier match qui opposait une équipe à 0 points. Elle jouait le coup parce que, typiquement contre l'Algérie, le Mozambique, ils sont à 0 points, ils le jouent parce qu'ils savent qu'avec 3 points, va savoir si tu peux pas passer. Et donc, en fait, ça a donné une patine à cette CAN
moi je trouve qu'il était complètement. Et on a vu que le niveau s'était resserré. Exactement, voilà, il y a un nivellement aussi. Moi, c'est ce qui va le plus. Quand je vois la Guinée équatoriale, le Cap-Vert. Alors, franchement, le Cap-Vert, j'ai vu des trucs, j'ai vu des séquences. Des sorties de balles. Des sorties de balles ou des choses aux 40 mètres pour faire des décalages. Invraisemblable. C'est-à-dire que tout le monde travaille maintenant. On n'est plus, c'est plus empirique, c'est plus. Il n'y a pas d'équipe folklorique, quoi. Non, c'est fini. Ludo, peut-être qu'au début, finalement, cette équipe a eu, cet effectif, la pression de jouer à domicile. Vous l'avez vécu, vous, à l'Euro 2012, avec la Pologne, quand vous jouiez à domicile, quand l'Euro avait été co-organisé avec l'Ukraine. La pression est folle et tellement importante que ça peut inhiber les joueurs? Ça peut. Pour certains, ça peut créer une euphorie qui va se perpétuer en positif. Et puis il y en a qui vont être totalement inhibés par l'enjeu. Il y a aussi la volonté pour tout le monde, on sait, la sélection nationale, c'est le rassemblement des égaux, c'est les meilleurs joueurs du pays. Donc parfois, il y a des inimitiés, parfois, il y a ceux qui sont sur le banc qui ne sont pas contents, parfois. Donc c'est une épopée, en fait. Et l'épopée, elle se crée parce que soit tu as une équipe d'amis, ou alors comme Crée des Champs, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui est claire. Là, c'est une équipe qui s'est construite dans la souffrance. Ouais. Et quand tu souffres ensemble, après, tu peux braver 1000 morts. C'est-à-dire que, au-delà de les poules, où c'est déjà miraculeux, le match du Mali, il est complètement fou. Ils égalisent à la dernière minute. Ils sont menés à chaque fois contre le Sénégal, contre le Mali. Ils reviennent dans les dernières minutes. T'as les tirs au but, t'as les trucs. Ça a été un truc de fou, ce qu'ils ont fait. C'est éléphantesque. Pour trouver un mot, c'est éléphantesque ce qu'ils ont fait. Et je trouve que oui, cette CAN, elle restera parce qu'il y a eu... en tout cas, ça s'est nivelé par le bas. Je ne sais pas si les grands ont tenu leur rang, mais ça s'est nivelé par le bas et ça a donné du spectacle. Ça a donné de l'émotion. C'était une CAN Showtime, franchement. Concernant les Ivoiriens, le fait qu'ils aient joué de mieux en mieux montre quand même qu'ils se sont retrouvés. Oui, parce que leur demi-finale est plutôt bonne. C'est plus du tout. L'équipe qu'on a vue en finale n'a rien à voir, ou même avec l'équipe qui a été repêchée par la peau du pantalon contre le Mali. Ça n'a rien à voir. Ils ont été forts, ils ont retourné le match, ils ont gagné les duels, ils les ont assez. Je crois qu'on est à 8 tirs cadrés à 1, on est à 18 tirs à 5. Enfin, ils n'ont pas vu le jour, le Nigeria, aujourd'hui. Donc, il y a quand même quelque chose qui a pris, qui relève de la performance. Et c'est une incroyable revanche aussi pour eux et pour le pays d'une manière générale. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire, qui a souvent eu des belles, très grandes même générations, c'est souvent été l'équipe des rendez-vous manqués. C'est-à-dire que Didier Drogba, par exemple, alors qu'il était surarmé, parce qu'il n'était pas seul dans son équipe, il avait une sacrée équipe. Voilà, ils avaient une dream team. Emerse Faé notamment, Zokora. Exactement. Didier Drogba n'a pas gagné la CAN. Ces dernières années, ils ont raté toutes les qualifs, tous les matchs clés pour se qualifier pour une Coupe du Monde, par exemple. Donc c'est un peu l'équipe des rendez-vous manqués. Et quand moi j'y étais allé un petit peu en reportage en décembre, tu sentais dans la population, quand tu essaies de les brancher un petit peu en leur disant « La CAN, pour vous, vous avez vu l'équipe que vous avez, en plus en face, le Cameroun, tout ça, c'est un peu plongé et tout », ils n'étaient pas du tout confiants. Ouais, on verra. Alors qu'il y a des pays qui sont plus, on va dire, plus confiants naturellement. Les Camerounais, par exemple, ils ont cette surconfiance. Eux, pas du tout. Voilà, eux, pas du tout. Et donc, je pense que c'est une douce revanche parce que je pense qu'intimement, ils n'y croyaient pas vraiment. Je parle de la population, le pays. Ils l'espéraient, mais je ne suis pas sûr qu'ils y croyaient. Rappelle-toi, une année, quand j'étais pio, je regardais toujours cette compétition avec beaucoup d'attention. Elle était sur une autre chaîne à l'époque et je me souviens, alors si mes souvenirs sont bons, la Côte d'Ivoire avait été éliminée prématurément. Ils étaient restés faire un stage de survie avec l'armée pendant, exact. C'était au début de l'année 2000. Une quinzaine, une vingtaine de jours. La génération Bakayoko, je pense, etc. Donc, Ibrahima Bakayoko. Oui, pour les punir. Je ne sais pas à quel point la politique est toujours ancrée dans le sport en ce moment en Côte d'Ivoire, mais c'est pour vous dire la pression qui pouvait peser aussi sur les épaules des joueurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de superstar. Tu sais, il n'y a pas le Osimhen, il n'y a pas Mané, il n'y a pas Salah. Et c'est peut-être ça aussi qui explique la prudence du peuple ivoirien. Oui, peut-être. En tout cas, elle leur paraissait moins armée que, effectivement, les générations Yaya Touré, etc. On aime faire des images, parfois, des analogies, mais Raymond, peut-être que quand on voit une équipe, et je compare avec Brest, par exemple, une équipe qui passe pas loin d'une relégation, qui garde le même effectif, qui derrière, grâce à l'euphorie et à l'unité créée par un maintien, arrive à faire une saison derrière juste incroyable. Est-ce qu'on peut comparer, alors sur une période évidemment beaucoup plus courte, la victoire de la Côte d'Ivoire à ce genre d'événement? Oui, c'est ce qu'expliquait Ludo. C'est vrai que le renversement, tout d'un coup, on a failli mourir. C'est fini.
j'imagine les 2 jours qu'ils ont vécu en attendant le match du Maroc, avec les valises qui étaient prêtes. Regardant les horaires d'avion. En attendant, en se disant comment on va sortir de là. Parce que s'ils sont éliminés, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et tout d'un coup, cette bouffée d'oxygène et ces matchs-là où qui se jouent à l'énergie. Et le truc de Brest, je me souviens, moi j'étais au premier match contre Lens, où ils sont menés 0-2. Ils sont menés 2-0 et Lens peut marquer un 3e but en sortant. Et le match se renverse. Et tout d'un coup, cette équipe qui était préparée pour jouer le maintien, ça bascule et l'euphorie, tout d'un coup, sur l'euphorie, ça passe et ça marche. Oui, il y a un phénomène comme ça chez les joueurs, mais je pense que chez tout le monde. La résilience, bien sûr. La résilience, elle est là. On était morts et tout d'un coup, plus rien ne peut nous arriver. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'occasion quand même, je trouve, de dire un truc très important. Il y a l'éléphant qui vient de passer derrière. C'est l'occasion de dire un truc très important sur le foot et sur les phases finales. C'est-à-dire que, et là, il n'y a pas d'exception, une équipe se construit toujours pendant la phase finale. C'est-à-dire qu'on va toujours jouer à dire qui sont les favoris, qui sont ci, qui sont ça avant. Ça ne vaut rien, parce que ça se passe pendant, ça ne se passe pas avant. Tu décalques pas des rapports de force au mois d'avril-mai. Les rapports de force vont se faire après. Oui, c'est juste. Et c'est vraiment quelque chose. Alors là, c'est un exemple. Là, de façon irrationnelle, là même. Presque extravagant de ce qu'on a. C'est presque poussé au bout du bout. Mais une équipe se trouve toujours pendant. Il y a des joueurs qui se révèlent. Je pense au titre par exemple, de 2018. Tu pars avec Pavard et Hernandez. Hein, t'es quand même sûr de rien. Et il se passe quelque chose autour de ça. C'est-à-dire qu'une équipe évolue pendant un mois. Et c'est ça qui lui permet d'aller au bout, de se cracher, c'est toujours pareil. Ça sert à rien de décalquer des choses qu'on croit comprendre avant. Mais la Coupe du Monde, l'Argentine, qui perd le premier match et qui derrière arrive et qui n'apparaît pas avoir des richesses, non, c'est vrai. vraiment à part Di Maria et Messi. Non mais ça se fait pendant, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'exception. Une histoire aussi, l'histoire dans l'histoire, celle de Sébastien Haller qui offre la victoire à son pays. Sébastien Haller, il y a un an, janvier 2023, il reprend à peine le foot après avoir suivi un protocole de guérison, de chimiothérapie liée à son cancer des testicules. Il arrive à peine à Dortmund, il rejoue avec Dortmund il y a un an. Un an plus tard, il offre la 3e Coupe d'Afrique des Nations à son pays. C'est exceptionnel. Mais le but de la demi. Ouais, la volée à la Jordan. Exactement. Oui, quand il tope la balle et à l'entrée. C'est une histoire, on aime ce genre d'histoire, mais quelle résilience là encore pour le coup et quelle revanche sur la vie et sur le sport pour Sébastien Haller. Encore une fois, ce qui explique, Raymond, j'ai du mal à sortir. Changez de mot la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais plein dans la langue française. On connaît que cela. C'est polonais, lui, ce mot de langue. Excusez-nous. Non, mais quand vous avez quelque chose comme ça de grave qui peut vous arriver au niveau de votre santé, parce que finalement, quand on arrive on a été au vœu et à payer dernièrement, la première chose qu'on souhaite, c'est finalement la santé, parce que j'ai une tante à qui il est arrivé un truc, mon grand-père est mal. Ouais. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il s'est dit, peut-être que ma vie elle est en danger, peut-être que il peut. Le foot n'a plus vraiment une grande importance. Quand vous sortez de là, mais vous êtes armé derrière pour la vie, et vous vous dites que finalement tout ce que vous prenez, il n'y a plus rien qui a de substance sur vous. C'est que du bonus, tout glisse. Alors sa vie est déjà. Sa carrière professionnelle est déjà un peu particulière avant ça. C'est-à-dire qu'il sort d'Auxerre, il n'est pas grand-chose, et il se retrouve meilleur buteur de la Ligue des Champions avec l'Ajax, quand même, ce garçon. À un moment donné, je pense que si tu prends après les 8e, il en est là. Donc c'est quand même un type qui a un destin qui pas comme tout le monde. C'est autre chose. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, justement, ce qui lui est arrivé, parce que finalement, il est arrivé en sélection ivoirienne très tard. Par rapport à son histoire sportive. Mais ce qui lui est arrivé au niveau de sa santé a créé un élan de compassion et de sympathie, en fait, qui a accéléré, en fait, ou augmenté, on va dire, le niveau d'acceptation. Allez, peu importe le fait que peut-être il est pas tergiversé, mais que voilà, il est pris son temps avant d'arriver chez nous, que peut-être il espère autre chose. En fait, à partir du moment où il y a eu cette histoire en Côte d'Ivoire, ils ont dit non, c'est bon. Et on sera avec lui, il est des nôtres, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce soutien sur le fait que voilà, il soit accompagné lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'il soit vachement encouragé. Je pense que tout ça a créé une espèce de chimie un peu victorieuse. Et là encore, vous l'avez dit, l'histoire dans l'histoire, elle est quand même incroyable. 2020, première sélection pour Sébastien Haller. Donc effectivement, 4 ans seulement. Il avait été buteur pour sa première sélection d'ailleurs, Sébastien Haller. On retournera en Côte d'Ivoire, on ira en Côte d'Ivoire rejoindre
l'un de nos envoyés spéciaux pour la folie, on imagine, à Abidjan. Ça doit être juste incroyable. Et on en reparlera évidemment après minuit. On est ensemble jusqu'à quasiment 1h du matin ce soir dans l'EDS. Voilà pour la victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations des Ivoiriens.